Bonjour à vous et bienvenue à votre podcast FI 3900 à votre cours éthique et professionnalisme, semaine numéro 9 déjà. Donc c'est le module 9 que l'on entame aujourd'hui, jour 27 d'un confinement de 28 jours imposé par le gouvernement du Québec et vous l'avez appris hier, un confinement prolongé. Donc, jusqu'au 23 novembre. C'est un coup dur pour tout le monde. Hein? Enfin, on fait des efforts, on fait des sacrifices et en vain. Ben voilà, c'est le genre de sacrifice qu'on a à faire cette année. Hein, vous êtes, votre génération, comme la mienne d'ailleurs, hein, on est en train, sachez-le, de faire l'histoire. On va dire ça comme ça. En fait, c'est la grande histoire qui est en marche. Des fois, il faut se prendre un pas de recul là, pour prendre la mesure de ce qui se passe. C'est la grande histoire qui est en marche, c'est-à-dire que vos parents, mes grands-parents aussi, eux ont connu les grandes guerres, les grandes épidémies, les sacrifices, les pertes, les drames là, qui étaient associés à ça. Et pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, ben, jusqu'à date, il n'y avait rien de très historiquement sacrificiel, on va le dire comme ça. Mais jusqu'à cette pandémie mondiale, hein, c'est notre guerre, c'est notre histoire qui est à l'œuvre en ce moment. Ce sont nos luttes, nos sacrifices, nos déserteurs, tiens, nos morts aussi, faut y penser. C'est notre histoire, donc soyez courageux malgré tout ça, là, les difficultés, on lâche pas. Pour vous, dans ce cours, plus que quelques semaines de travail, ça se compte en semaines maintenant. Et ce sera terminé avec cette année maudite 2020. Zozo, il y en a qui l'appellent comme ça en ce moment. Donc, mai 2021, là, est, me semble-t-il, déjà plus chargé d'espoir. Hein. Le printemps, l'arrivée peut-être du vaccin et le retour à une certaine normalité. C'est ce qui nous attend, du moins je le souhaite, je m'accroche à ça, je dirais, pour l'instant. Bienvenue à votre cours d'éthique et à ce podcast. Bienvenue donc à votre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café ensemble. J'ai mon café. On se calme les nerfs ensemble et on regarde ensemble les quelques petites tâches. Bon, petites tâches. Je sais que des fois, c'est lourd tout ça, là, mais c'est les quelques tâches là, que vous avez à faire cette semaine dans le cadre de votre cours éthique et professionnalisme. Je suis aujourd'hui accompagné, comme toujours d'ailleurs, de Valérie Roberge qui est à distance. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Prête pour l'Halloween? Euh, Pas tellement, parce qu'il faut encore prévoir le costume et savoir si on va passer l'Halloween ou non, ou si on fait l'Halloween à la maison. En tout cas, bref, toutes ces questions. Et bien sûr, si on le fait à la maison, il n'y aura pas d'invités, mais voilà. Oui, c'est ça. Puis la météo hier avait l'air à nous dire qu'on peut passer directement à Noël. Là. Quand on Je pense regardait que dehors, oui. c'était comme un message subliminal. Valérie, est-ce que tu savais que nous sommes en semaine de lecture? Oui, tout à fait. Bon. Même moi, je pensais pas qu'on avait de podcast, fait que c'est ça. C'est quand j'ai vérifié hier que je me suis rappelé qu'on avait ça. Oui, alors Voilà. c'est ça. C'est la semaine de lecture. Je le sais que c'est la semaine de lecture, mais ce genre d'activité-là, même si c'est en classe virtuelle, je vous le rappelle, c'est toujours optionnel. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. De toute façon, le mardi, je passe au bureau. Puis j'ai accès à mes micros. Je me suis dit, je vais faire un enregistrement cette semaine. Ça reste optionnel, d'où l'idée de le faire malgré tout, même si c'est une semaine de lecture. Si vous n'êtes pas là aujourd'hui à cette classe virtuelle, c'est pas grave, c'est normal, c'est même prévu. Rattrapez-nous, que ce soit via les enregistrements ou via le podcast. Donc, ce sera à vous, c'est toujours à vous de choisir votre mode d'apprentissage préféré dans ce cours, ou du moins votre rythme. Merci à vous d'être là aujourd'hui. On a une quinzaine en classe virtuelle. Heureusement, aujourd'hui, je m'adresse un peu plus directement, du moins en direct,
à eux, merci d'être là. Vous donnez encore une fois vie à ce cours. Merci de rester engagé dans ce contexte et cette année délicate. OK. Aujourd'hui, C'est le cours pandémie, il me semble. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des problèmes éthiques les plus fréquents dans l'exercice de la profession. Donc, si vous vous dites, l'éthique, je ne sais pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On parle de problèmes qui existent. Ces problèmes existent-ils? Bien, celui-là, aujourd'hui, c'est très fréquent, très commun. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce problème, bien, vous allez en apprendre toute une aujourd'hui. C'est très fréquent. C'est la question du conflit d'intérêts. Et ce n'est pas seulement propre à l'exercice de la profession, c'est propre à tout milieu de travail. Vous allez le voir, là, on va le décortiquer aujourd'hui, le conflit d'intérêts. La question, en fait, pour bien vous permettre de saisir la question du conflit d'intérêts, j'irai avec un dilemme, si on va le formuler comme ça. Et si je vous demandais de choisir entre votre intérêt personnel, c'est-à-dire le vôtre, celui, mais aussi celui de vos proches, vos parents, vos amis, vos semblables, votre gang, votre clan, nommez-le. Donc, choisir entre ça ou d'autres intérêts associés à l'exercice de votre profession. Donc, protection du public, paix sociale, santé publique, sécurité publique, nommez-les. Si je vous demande de choisir entre un et l'autre, entre votre intérêt personnel et d'autres intérêts, que choisirez-vous? Poser cette question-là, c'est la question du conflit d'intérêts. Et on verra en cours de route qu'il y a une différence entre ce que vous aimeriez répondre à cette question-là. Ben oui, le public, protégeons le public, servons la santé publique, puis tout ça. Et donc, idéalement, c'est peut-être ce qu'on aimerait répondre, mais concrètement, ce que vous allez choisir, quelles sont vos pulsions, sensibilités, préconceptions, préjugements, habitudes, vices, une autre façon de les nommer, on verra que vous avez plutôt tendance à pencher du premier côté, d'où ce conflit d'intérêts. La question qu'on va aborder, c'est celle du sacrifice, je dirais, de vos propres intérêts personnels au profit des intérêts autres. Donc, c'est ça qui est, je dirais, le cœur du dilemme qui est celui du conflit d'intérêts. Pour ceux qui... Tiens, prenons le contexte COVID. Là. Chaque jour, ce contexte nous oblige à faire des choix qui peuvent ressembler à cela. C'est-à-dire, d'une part, mon intérêt personnel, donc mes activités, mes amis, voire mes proches, et d'une part, d'autres intérêts. L'intérêt public, la santé publique. Disons que c'est une pratique quotidienne pour vous. Qu'est-ce que vous avez plutôt tendance à choisir, votre propre intérêt personnel ou des intérêts autres? Quelle décision avez-vous tendance à prendre dans un tel contexte? Est-ce que c'est votre intérêt personnel qui sera justifié, gageons-le, là, par toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, ou d'autre part, l'intérêt public? Dans le débat, vous le voyez, là, ça revient. Est-ce que c'est un hasard? C'est une autre façon de la poser la question. Est-ce un hasard si à chaque fois qu'il y a une décision qui est difficile à prendre, vous avez tendance à ultimement servir votre propre intérêt personnel? Est-ce un hasard si vous êtes à ce point décidé à défendre la pertinence d'ouvrir les gyms en contexte de pandémie mondiale si vous êtes propriétaire d'un gym? On ne dit pas que ce n'est pas pertinent de le défendre, mais la personne qui défend cette idée-là, est-ce que ça se peut que le simple fait de ses propres intérêts en jeu, sinon sa propre survie dans son cas, est-ce que ça peut que ça influence son jugement, sinon la prise de décision qui est promue?
Est-ce normal si vous êtes à ce point pour l'assouplissement du confinement et cela pour la santé mentale des jeunes, si par hasard vous êtes une personne jeune qui peut souffrir de certains problèmes de santé mentale? Alors, dans quelle mesure, c'est une façon peut-être plus générale de le formuler, dans quelle mesure vos propres intérêts personnels influencent-ils votre prise de décision dans un tel contexte? Par exemple, TP2, un étudiant, mais ça revient, là. Puis ça va revenir. Hein. Prenons le TP2. Un étudiant m'écrivait cette semaine même pour me poser la question suivante. D'ailleurs, je lui ai demandé de poser cette question-là sur les forums. Là, on verra s'il la pose sur les forums. Là, sinon, je me permets d'y répondre ici. Il me dit, je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai analysé avec rigueur la grille, mon problème d'éthique là, avec la grille de Legault. Puis on se demande l'équipe là, si c'est correct. À la fin de mon analyse, c'est moi qui prends la décision. Puis à la fin, il me semble que ce serait tentant de faire en sorte que ce soit moi qui bénéficie le plus de cette décision. Ben oui, c'est normal. Et Legault, il a pensé même dans sa grille d'analyse, lorsqu'il parle du critère d'impartialité, là, c'est exactement ce à quoi il veut que vous pensiez. Si la personne qui est en train de prendre la décision tire principalement profit de la décision, il y a quelqu'un à quelque part qui risque de questionner la pertinence, sinon la justesse de votre décision. Et à ce moment-là, vous serez pris pour vous défendre en disant que c'est pas seulement parce que je suis personnellement concerné que la décision est juste, mais justement, hein, ça fait partie de ce critère d'impartialité, d'essayer de vous mettre à la place d'une partie qui n'est pas partie prenante, là, qui est à l'extérieur. Comment verrait-il votre décision? Est-ce que le simple fait d'être pris à ce point-là dans la prise de décision, d'être partie prenante, est-ce que ça se peut que ça influence votre prise de décision? Donc ça fait partie des thèmes qui recoupent les thèmes d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui qui est le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts aborde la question du risque. Un risque. Un risque. Tu sais, des fois, le café n'est pas assez fort. Le risque qu'une personne qui prend une décision importante, le risque que cette personne soit tentée de favoriser ou de privilégier son propre intérêt personnel. Hein, si vous posez ce genre de questions-là, si ce genre de questions-là sont soulevées, notamment dans votre TP2, c'est parce qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts et le module 9 aborde très précisément le conflit d'intérêts. Donc, si dans votre TP2, vous arrivez face à un problème éthique, vous l'avez formulé au début de la session, vous ne saviez pas exactement que c'était un conflit d'intérêts, là maintenant, vous allez pouvoir le savoir et le résoudre aussi à l'aide du contenu qui est regroupé ou colligé dans ce module 9. Vous le savez peut-être, sinon je vous l'apprendrai maintenant. Votre ordre professionnel vous demande d'éviter le conflit d'intérêts. Éviter le conflit d'intérêts. Donc, ça pose la question suivante. Est-ce qu'on est capable d'éviter tous les conflits d'intérêts? Ce à quoi votre ordre professionnel a déjà trouvé une réponse, puisqu'il vous suggère toutes sortes de moyens pour résoudre des conflits d'intérêts si jamais vous êtes pris avec un conflit d'intérêts. Donc, idéalement, on tente de l'éviter, mais sachez-le, ça sera difficile d'éviter tous les conflits d'intérêts. Mais sachez-le aussi, c'est possible de résoudre ces conflits d'intérêts. Donc, ce sera votre ordre professionnel vous le dit, essayez d'éviter les conflits d'intérêts. Mais si vous êtes en conflit d'intérêts, vous devrez faire un geste noble, vous dit votre ordre professionnel, mais difficile. Sacrifier votre propre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Et ça, c'est le terme désintéressement qui est utilisé par votre ordre professionnel. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire plutôt. C'est pas simplement que un désintérêt total. Ça ne vous intéresse plus tout ça. On n'est vraiment pas dans cet ordre-là. C'est l'idée de mettre vos intérêts personnels de côté pour privilégier l'intérêt public. Et ça, même si c'est facile à formuler ici, je dirais que c'est à peu près ce qui est le plus
difficile dans l'exercice d'une profession, sinon dans n'importe quelle forme de travail. Être capable de se distancier de ses propres intérêts personnels et de poser des gestes là, qui servent davantage les intérêts, dans votre cas, ce sera les intérêts du public. En serez-vous capable? C'est une autre question. C'est facile à résoudre ce genre de conflit, de dilemme-là dans le cadre d'un cours, mais concrètement sur le terrain, en serez-vous capable? Soyons honnêtes, on ne se fera pas de cachette ici, là. Nous avons tous tendance à privilégier, sinon à protéger notre propre intérêt personnel. Nos avantages, nos privilèges, mais aussi ceux de nos proches, de nos alliés, de nos semblables, de notre clan, de notre gang, j'en ai déjà parlé, notre famille, ajoutez votre famille à cela, vos amis proches, votre femme, votre blonde, votre enfant, ajoutez tout ça et gageons que ce sont surtout ces intérêts que vous allez privilégier. C'est normal, c'est humain. Et le système en place doit au moins reconnaître cette forme de normalité. Et pourtant, vous êtes des humains et pourtant, votre ordre professionnel vous demande de faire ce sacrifice. Votre rôle à titre de professionnel exige le contraire. Mettre de côté votre propre intérêt personnel, choisir de servir d'autres intérêts, et je me permets de les répéter encore, la santé publique, la protection du public, la paix sociale, la sécurité publique. Un geste anormal, surhumain, presque super-héroïque. Là, on est presque rendu dans cette talle-là. Là. Choisir la protection du public, l'intérêt public, au sacrifice de votre propre intérêt. C'est pas des petits thèmes, là. C'est pas un petit sacrifice qu'on vous demande et il faut en être conscient. Parfois, votre ordre professionnel le mentionne comme ça, là, protéger le public. Ah oui, protéger le public, c'est au cœur de l'exercice de la profession. Peut-être, mais au sacrifice de quoi? Parfois, c'est au sacrifice de votre propre intérêt personnel. Et là, dans le cadre du cours, il y aura plusieurs exemples liés à ça. En fait, le module 9 est essentiellement consacré à ce thème qu'est le conflit d'intérêts, un problème fréquent, tellement mal compris dans l'exercice de la profession que tellement causé des problèmes. Dans toutes mes discussions que j'ai eues, j'ai fait des formations souvent à l'ordre avec certains ordres professionnels, l'ordre des ingénieurs notamment. La question du conflit d'intérêts est souvent très mal comprise. Et dans certaines institutions, et là je ne vise pas l'ordre, là, mais dans certaines institutions, souvent très mal gérées et ça entraîne toutes sortes de problèmes, d'où l'idée de l'approfondir au moins une fois dans un cours universitaire, un module consacré uniquement à tout ça. Ça sera fait, ce sera su, ce sera connu. 2 objectifs principaux dans ce module. Vous devrez vous familiariser avec ça. Reconnaître, d'une part, le reconnaître, le conflit d'intérêts, c'est-à-dire reconnaître son existence, le définir d'abord pour le reconnaître. Sinon, là, vous serez pris avec les formules que vous connaissez bien. Là, il y a apparence de conflit d'intérêts. Il y a apparence. C'est-tu parce que tu ne sais pas c'est quoi un conflit d'intérêts que tu dis qu'il y a apparence ou tu es capable de dire c'est quoi un conflit d'intérêts puis de statuer, y a-t-il conflit d'intérêts ou non? Et pour ça, ça vous demande une définition là, claire, objective. Du moins, je vous en propose une dans ce module. Et 2, une fois qu'il est reconnu, admis, saisi, résoudre ce conflit d'intérêts. Donc, le gérer prudemment, réduire notamment là, les risques qui sont associés au conflit d'intérêts. Donc, premièrement, reconnaître un conflit d'intérêts. 3 composantes au conflit d'intérêts. 3 ingrédients, tiens, ce sera une autre façon de le dire. Je vous dis 3 mots, puis après je vais les définir. Jugement,
confiance et intérêt. Trouvez-vous votre acronyme préféré pour trouver le JCI ou quelque chose, mais ce sont les 3 ingrédients que je vous propose pour constater, reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêt. 1. Jugement. On parle de conflit d'intérêt lorsque vous êtes en train d'exercer ou vous allez exercer un jugement. On vous a confié cette tâche. Vous irez voir, là, on a vu au dernier cours la définition de jugement, c'est-à-dire que c'est une tâche délicate. Vous êtes en train de poser un geste extrêmement difficile où vous tentez de prédiquer, là, c'est-à-dire être capable de dire si c'est vrai, si c'est juste, si c'est bon, si c'est bien. Donc, vous êtes en train d'exercer un jugement et vous appuyez sur la science notamment. Donc, vous êtes en train d'exercer ce jugement. C'est au cœur, votre jugement professionnel, il est au cœur de l'exercice de votre profession et c'est aussi parce qu'il y a exercice du jugement qu'il peut y avoir un conflit d'intérêt. 2, donc jugement 1. 2, confiance. Donc, confiance. Il y a une personne qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. C'est pas tout le monde qui est capable d'exercer un jugement professionnel. C'est pas tout le monde qui a la même formation que vous, le même bagage théorique, le même bagage d'expérience et ils vous font confiance pour exercer un jugement. Donc, ce lien de confiance-là peut être brisé en conflit d'intérêt. Mais à quelque part, il y a quelqu'un qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Et 3, intérêt. Ben oui, vous avez un intérêt souvent personnel qui entre en conflit. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous pourriez privilégier votre propre intérêt personnel au détriment des intérêts autres là, que nous avons déjà énoncés plus tôt, au détriment des intérêts de votre client, au détriment des intérêts du public, de votre patron, de votre ordre professionnel, de vos collègues de travail. Donc, c'est ça, privilégier son propre intérêt au détriment des intérêts autres. Et s'il y a ces 3 ingrédients-là, jugement, confiance et intérêt, j'ajouterais personnel en conflit, à ce moment-là, il y a un conflit d'intérêt. Et s'il y a conflit d'intérêt, il y a un risque. Risque de quoi? Risque de commettre une faute. Et on doit gérer prudemment ce risque. Mais pour l'instant, c'est tout pour définir le conflit d'intérêt. 3 ingrédients pour être capable, serez-vous capable d'identifier un conflit d'intérêt. Dans le cours, j'en donne plusieurs exemples, mais ce sera à vous de voir si vous êtes capable de reconnaître lorsqu'on vous le décrit, un conflit d'intérêt et qu'est-ce que vous aurez à faire. C'est vous servir de ces 3 ingrédients-là. Est-ce qu'il y a une relation de confiance qui est là? Est-ce que la personne est en train d'exercer un jugement qui est délicat, qui est de l'ordre du jugement professionnel? Et donc, relation de confiance et l'intérêt. Est-ce qu'il y a un intérêt personnel ici là, qui risque d'entrer en conflit? Sinon, lorsque vous êtes capable d'identifier, il faut gérer ce conflit d'intérêt. En fait, j'ai une amie, j'ai une amie qui travaille dans une organisation, puis qui me disait qu'elle était, ça c'est une autre étape importante, là, c'est-à-dire que elle me disait que c'était elle qui était responsable de la gestion. Je vous disais qu'il y avait des institutions qui, des fois, géraient pas toujours de la bonne façon les conflits d'intérêts. Elle me disait que c'est elle qui est responsable de la gestion des conflits d'intérêts. Puis je lui demandais c'est quoi qu'ils font lorsqu'ils ont un conflit d'intérêts. Elle dit, c'est simple, on a des formulaires. Formulaire de déclaration d'intérêt en conflit. C'est comme ça qu'il le mentionne. Ce n'est pas une déclaration de conflit d'intérêt, c'est une déclaration d'intérêt en conflit. Puis, le formulaire de déclaration est transmis à cette personne-là. Puis, je lui demandais, c'est intéressant, vous reconnaissez les conflits d'intérêt, puis il y a une déclaration de conflit d'intérêt, c'est un bon départ. Puis, je lui demandais, qu'est-ce que vous faites avec ces formulaires de déclaration-là? Pour l'instant, c'est ça. Là, on déclare les intérêts. Tu sais, c'est important de déclarer les intérêts. Oui, c'est vrai. C'est un bon départ, mais éventuellement, il faudra les traiter, les gérer, ces conflits d'intérêts-là. On ne peut pas juste
On peut pas juste avoir là, des fichiers là, en ordre alphabétique où des personnes disent ça se peut que je sois tenté là, de gérer mon intérêt personnel. Là. Ça se peut même que ça me pousse à poser certains gestes, certains manquements, certaines fautes. Là, je le dis, là, c'est ma nature. Ça se peut que je sois vraiment tenté. Là. Faites attention. Puis la seule façon de traiter ce risque-là, c'est de les mettre dans un beau classeur en ordre alphabétique. Ça ne marche pas. Hein. Il faut gérer. Donc, une fois qu'on l'a identifié, gérer prudemment le conflit d'intérêts. Et dans le module, vous allez voir, j'explique plusieurs pistes de solutions, de résolution de ces conflits d'intérêts. Si vous avez un conflit d'intérêts dans votre TP2, ben voilà des pistes de solutions pour gérer votre problème. Une fois que vous l'avez bien reconnu, identifié, défini, ben comment le résoudre. Hein, votre ordre professionnel vous dit une façon de résoudre le conflit d'intérêts, c'est de l'éviter. Oui, c'est intéressant, mais en même temps, éviter un problème pour le résoudre, je ne suis pas sûr que si c'était un problème de maths, je ne suis pas sûr que ce serait une bonne façon de vous habituer à résoudre des problèmes de maths. Là. Évitez les maths. Hein. Ça vous permettra de résoudre les problèmes de maths. Non, ce n'est pas exactement la même chose. Divulguer, c'est la deuxième piste de solution. Ben oui, divulguer, au moins reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts, le dire, que ce soit su. Hein, une personne qui lève la main en disant ben, ça se peut que je sois tenté ici, là, ça se peut que mes intérêts personnels ici influencent ma prise de décision. Donc oui, ça se peut que ça influence un peu mon jugement. Ça se peut. Troisième piste de solution, délester. Donc, essayez de vous départir des intérêts personnels qui peuvent influencer votre prise de décision. Bon, là, ici, c'est un peu flou, là, mais vous irez voir dans l'enregistrement de cours, on parle par exemple l'exemple des actions en valeur mobilière. Il y en a plusieurs qui ont des actions en valeur mobilière. Des actions, des fois, qui sont liées à leur champ d'expertise. Puis tout à coup, ils se retrouvent à, d'une part, exercer un jugement en disant cette compagnie-là, elle est tout à fait valable. Puis d'autre part, encaisser la croissance de cette action en valeur mobilière, puisque cette compagnie-là fait une croissance économique, puis tranquillement, je m'en mets un peu plus dans les poches. Donc, c'est ce genre de délestage-là là, qu'on peut faire. Mettre fin à des relations délicates. Hein? Conflit d'intérêts, des fois, c'est ça. Là. Pourquoi qu'on vous dit éviter les relations personnelles ou les relations filiales, pas amicales, mais matrimoniales dans l'exercice de votre profession? C'est un peu pour ça, là, parce qu'à la fin, ces alliances-là peuvent influencer votre prise de décision. Déléguer, c'est une des pistes de solution qui est abordée. Déléguer, c'est-à-dire que si l'ingrédient, là, le premier ingrédient, c'était l'exercice de votre jugement, si vous pensez que votre jugement peut être légèrement influencé, vicié par certains intérêts personnels, mais pourquoi pas le déléguer, hein, dire à quelqu'un d'autre d'exercer son jugement. Toi, tu es plus neutre dans cette situation-là. Peux-tu, s'il vous plaît, prendre ce dossier-là puis prendre une décision à ma place? Parce que moi, je pense que peut-être que mon jugement sera influencé. Et d'autres pistes de solutions. Dans le module, j'aborde la question de la supervision, être audité aussi, les audits, donc être capable de se mettre une personne externe qui surveille un processus décisionnel. Des fois, c'est impossible de déléguer l'exercice du jugement. Vous êtes la seule personne à pouvoir exercer ça. Alors, dans un tel contexte, faites-vous surveiller minimalement par une personne externe plus objective qui validera l'objectivité du processus et validera peut-être la pertinence de la prise de décision que vous avez prise ou validera que vos intérêts personnels n'ont pas démesurément influencé la prise de décision. Et dernière solution pour gérer des conflits d'intérêts, sanctionner. Si dans votre institution, il n'y a pas de mode de sanction pour sanctionner les personnes qui servent leur propre intérêt personnel, hein, qui se servent de leur statut, des privilèges qui sont associés à l'exercice de leur profession, qui se servent de leur travail
pour s'enrichir ou pour servir leurs propres intérêts personnels ou ceux de leurs proches, ben ça prend des mesures punitives pour sanctionner, puis exemplaires aussi pour montrer aux autres personnes que vous n'êtes pas au travail et vous n'exercez pas votre profession pour servir vos propres intérêts personnels. On comprend que c'est difficile, puis le système en place doit rendre ce genre de prise de décision plus aisée, mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que vous serviez d'autres intérêts que vos intérêts personnels. Mais attention, la question du conflit d'intérêts nous rappelle nos inclinaisons, nos tendances naturelles, ce que nous sommes. Nous sommes humains. Nous avons des failles. C'est notre humanité. Elle est attendrissante. Elle est attendrissante, cette humanité, mais on doit reconnaître qu'elle est accompagnée de certaines failles. Et parmi les failles que nous abordons dans ce module, c'est celle que nous avons tendance à privilégier nos propres intérêts. Hein, c'est normal. Mais cette tendance génère un risque. Et un risque qui est important dans l'exercice de votre profession, c'est le risque que vous privilégiez vos intérêts personnels au détriment des intérêts associés à votre rôle. Et il y a pire que ça, c'est-à-dire que plusieurs études démontrent que une fois que je vous ai expliqué ce risque-là, vous allez reconnaître que ce risque existe, mais pour les autres seulement. C'est-à-dire que nous avons tendance à sous-estimer des risques que nous reconnaissons pour les autres, mais nous avons de la difficulté à les reconnaître ou à les sous-estimer lorsque nous sommes personnellement concernés. C'est-à-dire que le jugement, on en parlait tout à l'heure, le jugement, il peut être trompé de plusieurs façons, mais surtout, lorsque votre propre intérêt est en jeu, il peut se tromper. Hein, il peut errer. Il y a plusieurs biais à l'œuvre là, dans l'enregistrement de cours, j'en aborde quelques-unes. Le biais d'optimisme, par exemple, c'est l'idée que le sujet, vous jugez moins exposé à la plupart des risques que vous reconnaissez pourtant autrui. Comprenez? Dans les dernières minutes, là, je voulais expliquer c'est quoi un conflit d'intérêts. Donc, gageons qu'en vous l'expliquant, puis en regardant l'enregistrement de cours, vous allez rapidement consentir au fait que c'est vrai que le jugement des personnes en conflit d'intérêts peuvent être légèrement influencés, biaisés, sinon viciés, mais gageons aussi que vous vous sentirez peut-être à l'abri, vous, de ce risque. Du moins, c'est ce que le biais d'optimisme essaie de vous dire. Faites attention, même les risques que vous reconnaissez pour les autres, vous avez tendance à le sous-estimer lorsque vous êtes personnellement concerné. En fait, le fait de vous en parler ici même maintenant et dans l'enregistrement de cours, le but, c'est de vous mettre un peu à l'abri de ce biais-là en vous aidant à reconnaître que ce biais-là existe, là, mais on verra dans quelques années si effectivement tout ça a fonctionné. Autre biais, merci Valérie de ces petites rétroactions-là, c'est vrai, le petit rire de temps en temps, ça aide à garder la communication. Autre biais impliqué, j'en aborde quelques autres, mais il y a le biais de la tâche aveugle, hein, c'est la tendance à ignorer. On va avoir plusieurs biais, là, des biais psychosociaux dans les prochains modules. Le biais de la tâche aveugle, c'est la tendance à ignorer ses propres biais cognitifs à l'œuvre. Donc, non seulement vous allez reconnaître des biais cognitifs, mais le biais de la tâche aveugle, c'est la tendance à ignorer ses propres biais cognitifs. C'est-à-dire que même si je vous les explique un après l'autre, lorsque vous êtes personnellement concerné, vous aurez tendance à les éviter ou sinon réduire l'importance, sinon l'influence de ces biais. Hein, c'est-à-dire que vous, là, oui, vous, chers étudiants, même vous avez tendance à ignorer vos propres biais cognitifs à l'œuvre. Vous refuserez même d'accepter que ces biais-là vous influencent ou influencent votre prise de décision. Et même si je vous fais une belle démonstration en vous disant « Faites attention en situation de conflit d'intérêts, votre jugement risque d'être biaisé », vous allez reconnaître tout ça,
Mais lorsque vous serez personnellement concerné, lorsque vos propres intérêts personnels seront concernés, vous allez vous dire, ouais, c'est une apparence de conflit d'intérêts, mais en même temps, je suis rationnel, je suis raisonnable, puis je suis capable de faire la part des choses, puis de m'assurer que mon jugement reste quand même tout très rigoureux et objectif. Ben oui, c'est ce qu'on verra. Je dirais que c'est le cœur de cette réflexion complexe, hein, cet auto-examen de vos propres biais qui sont à l'œuvre. Et je dirais que c'est dans la difficulté de cette propre auto-analyse là, que je vous propose dans ce cours. C'est-à-dire vous observer, tenter d'examiner vos propres failles, mais n'oubliez pas que c'est vous qui êtes en train d'examiner vos propres failles. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à les reconnaître. Hein? Vous ne vous observez jamais à travers le regard d'un observateur parfaitement neutre et extérieur. Hein. Vous n'avez accès qu'à votre... un de mes profs disait ça, là. Mon professeur de Coninck disait ça. Là. Hein, vous n'avez accès qu'à votre propre reflet, comme il faut vous regarder dans un miroir. Là. D'où le terme, disait-il, de reflet au sens de réflexion. C'est ce que ça veut dire. Là. Autrement dit, vous êtes pris avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, et vous tentez de vous juger, mais avec vos préjugés, vos propres préconceptions, vos propres biais. Vous tentez d'analyser ou de reconnaître vos propres biais, mais avec vos propres biais et failles. Bon. OK. Alors, on s'éloigne un peu de notre sujet. Le conflit d'intérêts, donc. Facile de voir le problème chez les autres, avons-nous dit, mais difficile de le reconnaître chez soi et surtout d'agir lorsque vous êtes personnellement impliqué. Nous avons tous tendance à protéger, c'est une conclusion que vous verrez dans l'enregistrement de cours, nous avons tendance à protéger nos propres intérêts personnels, parfois au détriment des autres, y compris les intérêts même de votre profession. Rappelons-les, protéger le public, facile à dire, compliqué à faire. La paix sociale, santé, sécurité publique, facile à dire, compliqué à faire et les sacrifices sont importants. Donc, on s'attend à ce que vous soyez capable de poser, de sacrifier, encore une fois, votre propre intérêt personnel. Ce sera difficile, c'est contre-intuitif, c'est anormal, ce n'est pas naturel et c'est pourtant ce qu'on vous demande de faire. Sachant cela, hein, la question suivante, c'est la question des institutions. Hein. Que peuvent faire nos institutions, nos organisations, nos milieux de travail, nos contextes de travail pour nous créer justement un contexte où un sacrifice comme ça, là, sacrifier son propre intérêt, vous comprenez qu'il faut créer des milieux de travail qui sont particuliers pour que ce soit plus simple et plus aisé pour vous d'être prêt à consentir et de sacrifier une partie de vos intérêts personnels. Hein, comment le système en place, on peut prendre le système professionnel. Le système professionnel, à quoi sert-il sinon à vous placer dans un contexte qui vous permet de faire ce sacrifice parfois? On vous demande de servir l'intérêt public, de protéger le public, et pour cela, il faut s'assurer que le contexte vous simplifie, sinon rendre plus aisé ce genre de prise de décision, sinon de sacrifice. Sinon, on s'en va dans le mur, les amis. S'il n'y a pas le système en place pour vous aider, gageons que le naturel revient au galop et que tout ce beau monde-là vont privilégier leurs propres intérêts personnels et sacrifier l'intérêt public, la protection publique, la santé, la sécurité publique. Donc, il y a tout ça au cœur du conflit d'intérêts. OK? C'est ce qui... j'ai tenté de le résumer ici, mais même si c'est un problème éthique appliqué, concret, commun, il y a vraiment des thèmes très importants qui se cachent, qui se dessinent au contour de ces différents problèmes. Au module 9, à la fin de ce module, l'étudiant sera capable de quoi? De définir le conflit d'intérêts. Je vous donne une définition.
Vous en avez besoin pour le reconnaître. Donc, pas apprendre par cœur la définition. Il y a des ingrédients que je vous ai donnés, là. Le but, c'est je vous décris une situation et vous êtes capable de le reconnaître à l'aide de cette définition, de ces quelques ingrédients. Reconnaître des situations de conflit d'intérêts à l'aide de la définition, c'est le deuxième objectif, et de proposer différentes solutions de gestion de conflits d'intérêts. Hein, c'est aussi simple que ça. Les thèmes, le sujet est profond, mais les objectifs sont assez simples. En finir une fois pour toutes avec le conflit d'intérêts. Je dirais que dans l'exercice de votre profession, la plupart des personnes autour de vous auront des difficultés avec la première, reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts. La plupart du temps, lorsque j'ai donné des formations, une fois que tout le monde a accepté l'idée que c'est possible qu'il y ait des conflits d'intérêts, mais que ces conflits d'intérêts sont gérables, ben tout à coup, là, on désamorce la question du conflit d'intérêts. C'est pas parce qu'il y a conflit d'intérêts, il n'y a pas mort d'homme, il y a juste un risque et il faut gérer ce risque. Donc, ça reste les trois principaux objectifs de ce module. Attention, rappel, remise du TP2 dans 26 jours, le 22 novembre à 23h59. Et qu'est-ce qui se passe-t-il le 22 novembre à 23h59? Remise du TP2 et fin du prolongement du confinement. C'est pas un beau hasard, ça? Hein? Oh. Donc, c'est ce qui nous attend. Plus que 26 jours, donc 26 dodo, ou 25, il faut faire le calcul. 4 week-ends pour faire ce TP2. 4 samedis, 4 dimanches, ou 8 samedis et dimanches. Mais c'est ce qui vous reste si vous travaillez seulement les week-ends pour faire et produire ce TP2. C'est tout pour le module 9. Excellente semaine. On ne lâche pas. Winter is coming. En tout cas, il y avait une annonce de tout cela. Plus que quelques semaines de travail avant, ça se compte en semaines, avant le congé des fêtes. Si je peux vous aider, si Valérie ou moi, si on peut vous aider, faites-nous signe, écrivez-nous. Écrivez aussi dans vos Google Docs si vous avez besoin de lecture, commentaires, édition, suggestions dans vos TP2. Merci Valérie de m'avoir accompagné encore une fois cette semaine, de me donner de précieuses petites rétroactions comme ça, ça aide à garder le fil. Merci Valérie. Merci à toi, merci à vous aussi d'être là. Merci encore à vous tous et toutes. C'est tout pour cette semaine. On se revoit mardi prochain. Prenez soin de vos proches. Prenez le temps de lire pendant cette semaine de lecture. Prenez aussi soin de vous. À mardi prochain. Bye bye.